Bonjour Paul Jorion, bonjour Bruno Durieux. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau Rebond sur l'actualité. Alors, on a la chance d'avoir deux éminents personnages pour un sujet passionnant pour les étudiants, mais complexe, le défi écologique, le défi numérique. Alors Paul, je vais commencer par vous. Je vous assimile un peu comme un lanceur d'alerte. Vous écrivez dans vos livres combien la Terre peut être en danger. Est-ce que je résume bien votre pensée ? La Terre peut-être pas, mais notre capacité à nous à vivre sur la Terre, et surtout en des quantités comme nous avons maintenant, c'est-à-dire 7 milliards de personnes, et avec, si nous les extrapolons un peu, à la fin du siècle peut-être 20 milliards, est-ce que nous avons la capacité de maintenir notre environnement en état de nous soutenir en tant qu'espèce? C'est une question générale, c'est ce qu'on appelle la capacité de charge d'une espèce par rapport à son environnement, et nous savons d'observer d'autres animaux que nous, que parfois les animaux mettent en danger la capacité de charge de leur environnement par rapport à eux-mêmes. Et nous sommes, je ne suis pas le seul à lancer l'alerte de ce côté-là, oui, effectivement. Bruno Durieux, alors je ne sais pas si c'est parce que vous avez eu l'occasion d'aller souvent en Chine, vous êtes optimiste et vous espérez beaucoup dans la Chine, vous voyez beaucoup dans la Chine aussi un pays en capacité de lutter contre la pollution, peut-être qui aujourd'hui l'habite, et est-ce que ça vous donne de l'espoir pour demain ? La Chine est un cas très intéressant d'économie émergente, qui est maintenant une économie convergente, qui a énormément progressé, qui, dans le démarrage de son rattrapage économique ou de son développement économique depuis un état de sous-développement, a connu des phases de pollution considérables et qui aujourd'hui les réduit. Et elle est le témoignage de la possibilité de vaincre, de surmonter les défis écologiques par la croissance, par le développement économique, par l'élévation du revenu. La Chine est quand même un pays où, par centaines de millions, la pauvreté a été éradiquée. C'est un pays maintenant où l'analphabétisme est à peu près éradiqué. C'est un pays dont l'espérance de vie rattrape les niveaux élevés des populations européennes. Et donc, elle est la preuve que si on croit au progrès, si on pense technologie, exploitation des technologies pour le bien de l'homme, on peut surmonter bien des problèmes et accroître le bien-être et les conditions d'une vie bonne. C'est ce que montre la Chine en ce moment. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors par rapport au progrès technique, progrès technologique, qui est sans doute un petit peu la différence, la frontière entre vous, Paul, j'ai le sentiment qu'effectivement vous n'avez peut-être pas la foi aussi forte dans le progrès peut-être que Bruno Durieux. On a eu l'occasion de travailler avec les étudiants sur Laudato Si, où le Saint-Père et les évêques nous interpellent aussi sur le progrès, comment utiliser le progrès, et peut-être que c'est là aussi la différence entre vous deux, entre peut-être une mauvaise utilisation du progrès pour l'un et une autre utilisation du progrès pour l'autre. Paul ? C'est-à-dire que oui, moi en fait je suis absolument d'accord sur cette image qui nous vient de la Chine, qui est un excellent exemple. Le problème que nous avons un petit peu, nous, c'est par rapport au système qui est utilisé de gouvernement, qui est un système beaucoup plus autoritaire que le nôtre, qui met en avant bien davantage le sort des collectivités par rapport à celui des individus personnellement. Il suffit de voir ce qui s'est passé effectivement l'année dernière, en 2017, pour faire baisser effectivement la pollution de 20% en Chine, et à Pékin en particulier. On a, de manière autoritaire, cassé des poils de personnes dont les poils étaient particulièrement polluants, sans s'assurer que ces personnes pourraient encore se chauffer le reste de l'hiver parce qu'il y avait une directive, parce qu'il y avait des normes à respecter. Ça marche, mais avec un traitement des individus que nous ne sommes peut-être pas prêts à adopter par ailleurs. Vous m'aviez posé une autre question plutôt que la Chine, c'était C'était par rapport au progrès technique, oui. Au progrès technologique. Laudato Si nous interpelle en nous disant attention, le progrès va vite, très vite, les questions éthiques sont essentielles, un progrès qui n'est pas guidé par l'éthique peut être dangereux. Oui, en effet. Et c'est vrai que dans nos sociétés, par opposition à la Chine, qui décidera du fait qu'un produit soit développé, qu'il ait lieu, qu'il soit vendu au public, qu'il soit éventuellement utilisé par l'armée? C'est simplement le marché.
Il n'y a plus, comme il y avait autrefois peut-être, le plan, une certaine planification ou même des directives un peu autoritaires sur ce qui est bon et ce qui est mauvais. Moi, je suis tout à fait en faveur de directives sur ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dans nos sociétés, malheureusement, on laisse si un produit trouve un acheteur quelque part, il aura lieu, il sera diffusé, même si cet usage est un usage qu'il ne faut pas recommander. Alors là, je pense que Bruno, vous n'allez pas être d'accord sur l'économie de marché. Je ne peux pas être d'accord. Et quand j'étais au ministère de la Santé, j'ai eu constamment le problème que vous évoquez. Je l'avais à la fois du côté médicaments et du côté alimentation. Ce n'est pas le marché qui autorise les mises sur le marché. Les mises sur le marché sont autorisées par des autorités publiques, des agences publiques, dans lesquelles on espère avoir le meilleur de la compétence à la fois scientifique, médicale ou nutritionnelle. Alors, rien n'est parfait, mais en tout cas, je pense que ce qu'on peut constater, c'est qu'au fil des années, les grandes intoxications alimentaires ou les drames issus de médicaments dangereux sont allés en s'éteignant, ou en tout cas en se réduisant beaucoup. Mais je voudrais dire quelque chose sur les papes, parce que j'ai lu une partie de Laudato Si, et je me suis dit, au fond, il aurait fallu que Jean-Paul II soit encore vivant pour pape François. Parce que s'il avait ajouté à la fin « N'ayez pas peur », j'aurais été content. Or, j'ai lu une encyclique qui est au fond, la reproduction d'une tendance d'opinion, même idéologique dominante, qui est que le monde va mal. Il dit par exemple des choses très inexactes sur la pauvreté. La pauvreté, évidemment qu'elle existe encore, mais elle s'est considérablement réduite. Et du coup, le pape dit très bien la croissance, mais je vois la pauvreté, je vois les inégalités. Les inégalités, il faut rentrer dans le détail, il faut analyser quelles inégalités ont augmenté, parce qu'il y en a qui ont également diminué, et pas forcément les moins importantes, je veux dire. Et donc j'aurais voulu que Laudato Si et le pape François terminent par le « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II, que personnellement j'aimais beaucoup. Alors sur les inégalités, Paul, je pense que là, vous allez ne pas être tout à fait d'accord avec Bruno. Non, parce que nous avons un indicateur, ce qu'on appelle l'indice Gini, qui permet de calculer quelles sont les inégalités dans les populations. Alors, il y a des pays qui s'en sortent, je dirais, encore bien, comme la France, comme la Belgique, mais dans le reste du monde, les inégalités n'arrêtent pas de progresser. Prenons un chiffre, les États-Unis, je ne parle même pas du Mexique ou du Brésil, aux États-Unis, maintenant, 40% de la population n'a aucun patrimoine, zéro. Pourquoi ? Parce qu'une partie des 40% les moins riches a tellement de dettes que ça annule le peu de richesse qu'ont les autres. Pour monter à 1,1%, il faut la moitié de la population américaine. Comment veut-on qu'une économie soit une économie saine si la moitié de la population ne dispose que 1,1% du patrimoine? Nous ne pouvons pas continuer avec des concentrations de cet ordre-là. Il y a un chiffre qui a été donné par l'organisation Oxfam, et qui est un chiffre qui est vérifié. Dans la richesse qui a été créée en 2017, dans le monde, 82% de la richesse créée est allée au 1% le plus riche de la population. Comment pouvons-nous même imaginer qu'un système économique puisse continuer à fonctionner sur des bases pareilles? Bruno Durieux. Alors, sur les inégalités, je pense qu'il faut affiner l'analyse. Il y a des inégalités qui se sont réduites, et c'est très important pour la paix dans le monde, c'est les inégalités entre pays. Et ça, ce point est majeur, parce qu'on vit dans un monde de plus en plus interdépendant, on circule. Les causes de conflits résultant d'inégalités fondamentales de type colonial, comme on pourrait dire dans certains courants d'opinion, se réduisent. Elles n'ont pas disparu. Ce qui n'empêche pas, malgré tout, les migrations et les migrants d'être... Et qu'est-ce qu'elles ne seraient pas, ces migrations, si ce type d'inégalité s'accroissait? Elles se réduisent. D'ailleurs, je pense que rapidement, si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui, la Chine deviendra un pays d'immigration. Alors qu'elle a été longtemps, évidemment, un pays d'émigration, parce qu'elle était pauvre. Donc ça, ces inégalités se sont réduites, et pour moi, c'est absolument essentiel. Maintenant, les inégalités dans les pays s'accroissent, ça c'est indiscutable, et elles s'accroissent, à mon avis, pour deux raisons même. La première, c'est qu'on est dans une phase c'est des inégalités, j'allais dire, schumpeteriennes. C'est-à-dire que dans les phases de forte innovation, il faut quand même se rendre compte que nous vivons une révolution technologique majeure, mais probablement la plus importante de celle qu'on n'a jamais vue dans l'histoire. La révolution en cours, qui est doublée d'une autre révolution, qui est la mondialisation.
Parce que la mondialisation, ça peut s'analyser comme une situation où un pays d'1,3 milliard d'habitants qui travaille, qui est de niveau d'éducation élevé, qui a une certaine fierté, qui veut son développement, qui veut occuper sa place dans le monde, ce pays travaille et s'est ouvert au monde. C'est une deuxième révolution technologique, ça a un effet sur la productivité qui est majeur. Dans ces situations-là, l'histoire le montre de manière absolument régulière, les inégalités s'accroissent. Pourquoi ? Parce que c'est le terrain favorable d'excellence pour les entrepreneurs schumpeteriens. C'est-à-dire qu'ils inventent. Prenez monsieur, comment il s'appelle, l'homme de Microsoft, Bill Gates. Oui. La fortune de Bill Gates, moi, ne me choque pas. Je suis même extrêmement content qu'il soit riche, parce que d'abord, il n'a pas appauvri personne. La richesse de Bill Gates n'a rien volé à personne. Mais sa propre fortune est le signe d'innovation, de commodité qu'il a réussi, de biens qu'il a réussi à répandre. Mais c'est pareil pour Amazon. Moi, comment il s'appelle ? C'est Bezos. Oui. Il est pareil qu'il a une fortune absolument gigantesque. Mais moi, je suis d'abord très content pour lui, encore qu'être fortuné, ce n'est pas forcément toujours un gage de sérénité. Mais c'est surtout qu'il ne l'a volé à personne. Ce monsieur a créé une entreprise magnifique. Alors, qui va peut-être poser ultérieurement des problèmes d'ordre de position dominante, de problèmes de concurrentiel. Prenons les problèmes les uns après les autres. Mais cette fortune-là, mais alors on peut en citer des centaines, des milliers. Donc les inégalités s'accroissent. Dans les moments où, dans les grandes phases d'innovation technologique, c'est normal. Les grandes fortunes pétrolières se sont faites comme ça. Les grandes fortunes américaines du moment de la machine à vapeur et des railways, des trains, des chemins de fer, se sont faites comme ça. Et alors là, vous avez eu des choses... Bon, mais ces inégalités-là ne sont pas le signe d'une exploitation et d'une misère qu'on répand, de plus-value à la marxiste qu'on volerait à une classe populaire. C'est la croissance. Et eux, ils en profitent parce que ce sont des entrepreneurs de génie, tant qu'ils ne volent pas leur fortune à d'autres. Et je ne pense pas qu'on puisse le dire. Maintenant, il y a évidemment, il y a toujours des situations compliquées, et on peut citer des pays, on ne va pas le faire peut-être maintenant, parce que c'est désagréable pour eux, où là, il y a clairement une captation du revenu qui devrait être beaucoup mieux réparti au profit de quelques-uns. Mais c'est pour ça que je demande qu'on affine l'analyse sur les inégalités. L'inégalité qui s'accroît dans un pays où le niveau de vie général s'élève ne me choque pas. Mais l'inégalité qui s'accroît dans un pays où le niveau de vie stagne ou baisse, là, il y a un vrai problème politique et social. Paul, sur cette question des inégalités, je vous sens un peu bouillir. Non, mais moi, j'admire beaucoup les grands entrepreneurs. Dans une autre vie, j'aurais volontiers fait ça. J'admire absolument M. Elon Musk, qui a des idées extraordinaires sur la manière d'organiser la conquête des étoiles, des techniques, des avancées dans la médecine, etc. Mais il y a aussi, à côté de ces quelques génies, il y a aussi des situations de rente. Madame Bettencourt, pour prendre un exemple, était une dame qui était à la tête d'une grande fortune et dont nous savons qu'elle n'avait pas fait grand-chose pour faire avancer le sort de l'humanité. Elle était simplement là à gérer, et très mal en plus, une immense fortune. Non, la situation qui est la plus dangereuse chez nous, c'est la chose suivante. Parce que vous parliez du désespoir, et il ne faut pas désespérer les gens, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je vais souligner une chose qui désespère les gens. Si nous passons 100 ans en arrière, à tout hasard, voilà, nous avons une situation dans laquelle, si vous aviez une certaine compétence, si vous passiez un certain temps de travail, si vous aviez fait de certaines études, vous pouviez dire plus ou moins « je gagnerai autant dans la société ». Or, ce qui n'existe plus maintenant, c'est qu'avec une définition du temps de travail, plus la qualité des connaissances qui sont mobilisées, il n'y a plus de prédiction possible de combien d'argent vous allez gagner. Et ça désespère les gens et il faudrait en tirer parti. Il y a des gens qui n'ont pas fait d'études, qui passent très peu de temps et qui gagnent des fortunes parce qu'il y a des situations de rente de fait. Il y a des gens qui travaillent, qui ont fait 10 ans d'études et qui travaillent 60 heures par semaine et qui ne gagnent plus rien. C'est ça qui désespère les gens et il faut faire attention à cela. Vous pensez à quelle rente ? Je vais donner le cas de Madame Bettencourt. Il y a des gens simplement qui ont hérité de grosses fortunes et qui les dilapident ou ne savent pas quoi en faire et qui, dans les situations d'une économie où il manque de la demande, parce que justement il n'y a plus assez de ressources dans les populations, il y a des sommes considérables qui servent uniquement à gonfler des bulles boursières, à gonfler les avoirs de hedge funds qui vont simplement spéculer, c'est-à-dire faire des paris à partir de là. La richesse est concentrée au mauvais endroit. Les gens, je suis Monsieur
Bill Gates, je voudrais mettre tout l'argent possible à aider l'humanité et à relancer l'économie. Il n'y a pas assez d'endroits pour le faire parce qu'il n'y a pas assez de demandes dans le monde. Pauvre Madame Bettencourt, je ne vais pas venir à son secours, mais là, vous posez la question tout simplement de la transmission de la fortune. Effectivement, elle n'a rien fait d'autre que d'être la fille de son père. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de mal? J'ai pas à la défendre. Alors, le problème n'est pas de savoir si elle a fait Ce que je de mal. regarde, si vous voulez, c'est si la personne très riche a été nuisible au développement social et à la répartition du revenu. Je pense que si on répartit la fortune de Mme Bettencourt sur 50 millions de Français, c'est rien du tout. Mais c'est pas vrai. Donc c'est pas le sujet. Non, parce qu'on dit toujours ça, mais quand on fait le calcul, on ne sait pas si c'est considérable. Quand on nous dit maintenant qu'on a 8 personnes qui sont aussi riches que la moitié de l'humanité, si on partageait là un peu de l'argent, disons simplement la moitié de ce que ces 8 personnes ont, on augmenterait de manière considérable ce que les milliards d'autres personnes. Non, ce calcul, quand on le fait, ce calcul en fait est désespérant. Oui, les grosses fortunes, si on les redistribuait, ça ferait améliorer le sort de tout le monde. On nous dit comme une image, simplement, ce ne serait rien. Absolument pas. Non, regardez dans les entreprises, où les patrons maintenant en moyenne, dans les plus grosses entreprises, gagnent 4500 fois autant que l'employé de Je suis d'accord avec vous. Et je n'ai pas vraiment de solution d'ailleurs, mais je pense que là, c'est une question que je ne soutiens pas. Moi, je suis... La démocratie ne peut pas fonctionner quand même avec des écarts aussi violents. On ne va pas citer de nom, mais entre le PDG de Renault et l'ouvrier, on peut comprendre que l'ouvrier n'ait plus vraiment envie d'avoir envie. Je regrette ces situations-là. Et on les a connues récemment, en fait, en France et en Europe. Ça, c'est vraiment l'importation du modèle américain. Le modèle américain, il n'y a pas de... Je suis dans une position où je peux gagner tant d'argent, je prends ce que je peux gagner, ce que les actionnaires me donnent. Bon, je n'ai pas d'autre solution, parce que l'idée que Rocard avait émise, il avait mis dans un programme qu'il fallait limiter à 8 ou 10 fois, ou 15 fois, ou 20 fois le SMIC, c'est des idées qui ne sont pas praticables en réalité. Alors, s'il y avait une solution pour régler ce problème qui ne nuise pas à l'efficacité, je la prendrais volontiers. Je reviens à Mme Bettencourt. Mme Bettencourt a été l'actionnaire heureuse, et par sa naissance, de L'Oréal. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a fait pour L'Oréal? Je ne sais pas. Mais ce que je vois, c'est que L'Oréal est une entreprise qui se développe merveilleusement partout dans le monde, qui porte l'image de la France, qui porte une image très positive de ce que nous sommes, de notre culture, et qui, de plus, crée de l'emploi. Moi, quelqu'un de très très riche à la tête d'une entreprise qui crée de l'emploi, moi, ça me va. Moi aussi. Voilà. Alors maintenant, les gens qui seront à la tête d'une grande entreprise, qui gagnent beaucoup d'argent et qui font tomber l'entreprise, il y en a. On peut citer des exemples, je vais mettre des noms. Avec la crise des subprimes, il y a peut-être eu quelques banquiers qui auraient mérité d'être... Voilà. Mais en tout cas, on est bien... C'est pour ça que moi, sur les inégalités, je fais très très attention, parce que c'est un sujet délicat. Moi, je n'ai pas de jalousie, je n'ai pas d'envie, et je suis content de voir quelqu'un de très riche. Je pense que quelqu'un de très riche, La Fontaine l'a dit dans cette merveilleuse salle du financier, du Saphir et du financier, c'est pas forcément un moment de grand bonheur. Je le pense, en tout cas, moi, c'est ma philosophie personnelle. En revanche, s'il est riche et qu'il crée de la richesse à côté de lui, Elon Musk, par exemple, on a cité Bill Gates, on pourrait citer Bezos, on pourrait citer celui d'Apple, Steve Jobs. Ça, c'est des gens qui ont créé des choses fantastiques. Alors, moi, je trouve que c'est bien, cette inégalité, quand elle est productrice, mais si elle est prédatrice, c'est-à-dire si elle consiste à s'enrichir en prenant la plus-value, si on fait l'analyse marxiste, qui n'a quand même pas été très convaincante historiquement, là, on est d'accord que c'est des inégalités qui posent des problèmes qui sont détestables et qu'il faut combattre. Et dans le cadre de nos sociétés, nous ne tenons pas compte dans cette richesse créée absolument de ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire le dommage que l'on peut créer autour de soi. Il y a un bon exemple, je l'ai trouvé dans un livre d'économie, mais c'est un excellent exemple. C'est le monsieur qui découvre qu'en brûlant des pneus, il va produire de l'électricité à très bas coût, qui a une organisation qui le fait, mais et qui gagne beaucoup d'argent et qui a des ouvriers très heureux, mais dans un rayon de 20 km à la ronde, les gens font la queue à l'hôpital parce qu'ils développent des bronchites et peut-être même des cancers du poumon. Alors, il faudrait aussi que nous intégrions là-dedans, dans cette perspective-là, de la croissance, la survie de l'espèce en tant que telle et
vous avez des vues très différentes que moi, de moi sur la pollution et le fait que nous détruisions de certains grands équilibres comme de l'azote et du phosphore à la surface de la Terre. Il faudrait que nous mettions tous ces éléments dans l'équation. Le temps tourne. Je voudrais juste terminer par un sujet qui est quand même aussi passionnant, c'est le défi numérique. Alors, on n'aura pas le temps, Paul Jorion, de parler du transhumanisme, je sais que c'est un sujet qui vous est cher, mais au-delà de la question de l'intelligence artificielle, est-ce que la numérisation de l'économie va générer des emplois ou va détruire des emplois ? Je dirais d'abord que c'est une chose merveilleuse. C'est le génie humain, c'est la dimension qui fait que nous sommes quelque chose de tout à fait extraordinaire dans l'univers. Nous avons le génie d'avoir produit des choses comme l'ordinateur, de pouvoir éventuellement les coloniser d'autres planètes grâce à la possibilité que la technologie nous offre. La question de savoir si cela avait créé davantage d'emplois qu'en détruire, on répond souvent, on nous dit oui, M. Schumpeter a dit que nécessairement il y aura davantage d'emplois créés que par de nouvelles technologies plutôt que détruits. Mais il n'y a qu'un exemple pour illustrer ça, c'est la transition qui a eu lieu dans les années 50 et les années 60. Nous n'avons pas d'autres exemples de ça. Et quand des calculs sont faits, il y a quand même des calculs sérieux qui sont faits, quand on nous dit 1 million aux États-Unis, 1,8 million d'emplois vont être créés dans les années qui viennent pour la maintenance d'ordinateurs, pour la programmation, etc. Il faut savoir que ça ne représente que 2% de la main-d'œuvre. Alors, les calculs doivent être faits, je dirais, par rapport à de véritables calculs. Alors, moi, je crois à la destruction créatrice. Et là aussi, je fais un raisonnement qui est très global, mais je crois assez solide. Je regarde le nombre d'emplois qu'on a aujourd'hui en France. Je le compare à ce qu'il était dans les années 50. On a dû passer de 17 millions à 23 ou 24 millions. Donc, on a un niveau d'emploi, je ne parle pas du taux d'emploi, je parle du nombre d'emplois qui est historiquement élevé. C'est-à-dire, il n'a jamais été aussi élevé. Or, moi, dans mes jeunes années d'économiste, j'écrivais des articles, comme tout le monde, parce qu'on était un peu conformiste, qu'on avait la substitution capital-travail qui allait avoir un effet désastreux sur l'emploi. Bon. Je pense que la substitution capital-travail, comme le numérique en ce moment, élève la productivité globale du travail, de l'efficacité globale du travail. En l'élevant, elle élève le revenu, la croissance et le revenu. Il y a un enchaînement macroéconomique qui est basique, c'est une des lois sur lesquelles je crois tout le monde est d'accord, c'est que la croissance est issue de la productivité. C'est par la productivité qu'on fait la croissance. Je laisse la croissance qui est uniquement la conséquence de l'accroissement démographique. Il y a plus de bras pour travailler, donc il y a plus de croissance. Ça, c'est marginal, en fait. Dans l'évolution de la croissance économique, dans l'élévation du revenu, c'est la productivité. La productivité, c'est issu principalement des progrès technologiques et donc de l'investissement lié aux technologies nouvelles. Moi, je l'ai écrit 10 fois, je ne sais jamais vérifier. D'ailleurs, j'étais quand même prudent, je ne sais pas le dire comme ça. Mais en revanche, ce qui est vrai, et c'est là le vrai sujet, c'est que ça déplace l'emploi. Ça, il est évident que quand il y aura des voitures qui seront autonomes, on aura moins besoin de chauffeurs de taxi, on aura moins besoin de chauffeurs de bus. D'ailleurs, on a déjà moins besoin de chauffeurs de métro. Il y a des métros automatiques ici à Lille, il y en a à Paris. Bon, donc l'emploi se déplace, mais l'emploi ne se réduit pas, puisque l'emploi se développe avec l'activité. Or, l'activité, elle est soutenue par la productivité, donc par l'innovation technologique. Voilà. Alors, donc, l'emploi se déplacera, d'où le vrai sujet. Le gouvernement s'en occupe, j'espère qu'il va bien aller jusqu'au bout de son projet. C'est l'enjeu de la formation professionnelle, l'enjeu de la mobilité professionnelle, de la sécurisation des parcours professionnels et de la mobilité professionnelle. Les jeunes gens, comparés à ce que nous étions peut-être, eux, ils vont changer 3 ou 4 fois de métier. Moi, j'ai changé souvent de métier, mais pour d'autres raisons. Mais j'aurais pu faire toute ma vie le même métier d'économiste à l'INSEE ou à la direction de la prévision, vous voyez. C'est donc, je ne suis pas pessimiste. Là où je suis pessimiste, et on le voit d'ailleurs avec la SNCF, c'est sur la capacité de s'adapter. Et dans la France d'aujourd'hui, je vois beaucoup de corporatisme, beaucoup de rigidité sociale, et effectivement, le développement technologique oblige
à de la mobilité. Et il y a une résistance forte qui peut, si elle est mal gérée, si elle est mal conduite, si elle est faite trop rapidement ou dans des conditions politiques pas habiles, créer de vraies tensions politiques et de vrais sujets, de vraies douleurs politiques et sociales. Pour conclure, et peut-être regrouper les deux regards, j'ai le sentiment que la notion de temps doit être introduite. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, la technologie va si vite, les transformations vont si vite, qu'il y a certainement un décalage entre la capacité de l'être humain à s'adapter, à se former. Et Dieu sait si c'est long de former des étudiants. 5 ans chez nous, mais dans la réalité, on n'arrête pas de se former tout au long de la vie. Ah oui. Voilà, il y a quand même ce décalage qui peut inquiéter. Paul Jurion, peut-être le dernier mot pour conclure. Exactement, à ce sujet-là, c'est la transition. Quand il y a eu la grande transition, qui est la fin des grandes usines avec des dizaines de milliers de personnes, et le passage de beaucoup de ces personnes à un emploi d'employé avec un ordinateur personnel ou dans des emplois de type commercial, la transition pour la formation, ça a été des formations de l'ordre de quelques semaines à quelques mois maximum. Quand on veut maintenant faire passer des gens qui ont été des commerciaux, qui sont des gens qui travaillent dans un emploi où ils utilisent des ordinateurs, si on leur fait comprendre comment l'ordinateur fonctionne, si on veut leur faire comprendre la maintenance de l'intérieur avec l'informatique proprement dite, ce sont des formations de plusieurs années qui sont nécessaires, on le sait, et nous savons aussi que tout le monde n'a pas le talent pour devenir un informaticien. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous avoir entendu, d'avoir un vrai débat. Je pense qu'on fera grandir nos étudiants, on les rendra plus compétitifs sur le marché de l'emploi grâce à la diversité et la richesse que vous avez apportée. Merci Bruno Durieux, merci Paul Jurion. Merci Didier.